Yann Ullrich avec nous pour entamer cette cassette 97, mais on va commencer par un bon souvenir, Yann. C'était en 96, vous étiez deuxième, mais c'était quand même un bon souvenir. Ja, das war letztes Jahr meine erste Tour, war sehr, sehr, sehr schön. Und Bjarne hat gewonnen, wir haben letztes Jahr 5 Etappen gewonnen. Wir waren super zufrieden mit der Tour de France. Ich bin Zweiter gewesen. Das war eine einmalige Sache und ja, unvergesslich. Alors, Yann, ça c'était pour 96. Maintenant, on passe à 97 et là, vous êtes en jaune. C'est encore mieux. Ja, dieses Jahr ist natürlich... Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals dieses Jahr in gelbem Trikot oder dass ich das übernehme. Und ich dachte, Bjarne ist wieder stark genug, um die Tour de France zu gewinnen. Wir haben dieses Jahr wieder sehr viele Etappensiege geholt durch Erik Zabel, 3 Etappensiege. Ich habe 2 Etappensiege geholt, sind auch wieder 5 Etappensiege. Und ja, ich bin so glücklich über dieses Jahr und ja. So Yann, maintenant je vais vous proposer quelque chose. Nous allons ensemble découvrir la cassette 97 avec tous les grands souvenirs qu'il y a eu pour vous. Nous allons placer cette cassette dans le magnétoscope. Un mot pour résumer votre bonheur. Vous êtes content? Ich bin sehr content. Merci. Et on voit Okay. ensemble. Le choix de Rouen comme cadre du départ de ce Tour 97 n'est pas dû au hasard. Les organisateurs ont voulu rendre hommage à Jacques Anquetil. On fêtait le 40e anniversaire du premier succès dans le Tour du Normand. Le Tour lui rendait hommage et ses héros aussi. Autour de sa tombe se sont recueillis ses amis et sa famille. Bernard Hinault, Miguel Indurain, Eddy Merckx, les 3 autres quintuples vainqueurs étaient là. Le symbole était beau, le Tour le serait, c'était sûr. Au programme du prologue de Rouen, 7 km 500. À plus de 52 km/h, il faudra 8 minutes et 20 secondes au meilleur pour les parcourir. Vous avez le privilège de boucler ce prologue en 28 secondes, comme si vous y étiez. Si vous connaissez déjà la fin de l'histoire, vous remarquerez que 4 des 5 premiers du prologue n'iront pas très loin dans ce tour. Zoulet pourtant était bien parti, 5e du prologue, malgré une opération de la clavicule. Rominger, bien discret depuis le début de la saison, rappelait quant à lui qu'il savait être prêt le jour J. Berzin, il s'offrait même un podium pour son entrée en piste. On était presque tenté de lui donner un peu de crédit, lui qui avait pourtant tant déçu les années précédentes. À la 2e place, Yann Ullrich. Pas de quoi annoncer une révolution, mais le fait que Ries, le tenant du titre, lui abandonne déjà 13 secondes, faisait réfléchir. Le vainqueur enfin, celui qui avait annoncé la couleur depuis des mois, celui qui avait préparé ses 7 km 500 comme un coureur de 100 mètres, les Jeux Olympiques. Une chute en 95, une 2e place en 96, cette fois-ci, Chris Boardman était à l'heure. Chapeau Chris Boardman qui s'offre le premier maillot jaune de ce Tour 97. Pour le reste, on se contente de scruter les visages comme pour deviner ce qui va bien pouvoir se passer.
Un coureur en jaune, cela peut aider lorsqu'on cherche un partenaire. Le GAN ayant décidé de se retirer, Roger Lejeune n'était pas malheureux de montrer que son équipe était prête à servir, et ce n'était qu'un début. Du prologue, il fallait noter également que Cipollini n'avait perdu que 18 secondes sur Boardman. Et dès le premier sprint bonification, on devinait les intentions de l'Italien. Ce premier tour sans Miguel Indurain depuis 12 ans allait sûrement s'offrir un deuxième maillot jaune en 2 jours. D'ailleurs, les coéquipiers de Cipollini annonçaient la couleur. Du rouge, Cipo ne voulait plus, c'est le jaune qu'il visait. Le temps de déplorer la première chute du tour et de laisser avec regret Gilles Tallement sur le bord de la route, on se préparait pour le premier grand sprint du Tour 97. D'une parfaite limpidité, il sacrait le beau Mario. Tom Steele et Frédéric Moncassin étaient trop justes et cela ne faisait pas les affaires de Boardman. Il passait la main. C'est vrai que le jaune lui allait assez bien à Mario Cipollini. Pour qu'un tour soit beau, il faut qu'il se nourrisse de chevauchées solitaires, de causes perdues. Thierry Gouvenou savait sans doute qu'il n'avait que peu de chances d'aller au bout, mais il allait résister pendant 110 km dans une étape qui, c'est vrai, arrivait à quelques lieues de chez lui. Gouvenou ratait le banco et un nouveau sprint nous était promis. Les attaques d'Alex Zoulet, puis de Laurent Jalabert, ne changeaient rien. Léon C avait voulu se montrer très tôt, comme s'il savait déjà qu'il ne parviendrait pas à peser sur le déroulement du Tour 97. Dans le sprint, on prenait les mêmes, on recommençait. Zabel, à droite, semblait sacrément fort, mais Cipo l'était plus encore. Au départ de la 3e étape à Vire ce 8 juillet, Mario Cipollini a pris goût à son nouveau rôle. Il songe même à le tenir jusqu'aux Pyrénées. Zabel n'est qu'à 49 secondes au général, mais les bonifications distribuées dans la journée ne pourront pas suffire pour détrôner Cipo. Le Tour 97 est une course de mouvement. François Simon a flairé le bon coup. Avec Bortolami, Nelissen et Rodriguez, il se lance dans une belle échappée. Et puisqu'il se sent fort, le coureur de l'équipe GAN décide de tenter sa chance en solitaire. Ses 3 frères ont déjà gagné une étape du Tour et Simon a l'esprit de famille. Échappé solitaire, Simon ne saura rien de la chute qui fait basculer le destin de Tony Rominger. Le Suisse avait annoncé qu'il courait là son dernier tour. Il prend fin sur le bord d'une route bretonne. Avec une sale fracture de la clavicule, Tony ne méritait pas ça. Michele Bartoli s'en sort un peu mieux, il va poursuivre sa route, une route de souffrance. Repris tout près de l'arrivée, à 5 km, François Simon a été victime de l'appétit des sprinteurs. L'arrivée à Plumelec est réservée aux sprinteurs, ou plutôt aux punchers. Et ça, Cipollini l'a compris. Il fait l'impasse pour le bonheur de Zabel, qui s'offre sa première étape et revient surtout à 14 secondes de Cipollini au classement général. Ces 14 secondes qui séparent Cipollini de Zabel au classement général vont occuper les esprits toute la journée. Dès le premier sprint, on sort les calculettes. Zabel a un beau coup à jouer.
La course est belle, mais elle est rude. Fontanelli et Garcia Acosta doivent aussi abandonner. « 92, c'est le nombre de kilomètres que Philippe Gaumont va parcourir en solitaire. Un peu moins bien que Gouvenou, mais le même sort. Gaumont aura rendu un bel hommage à Rominger, son leader, qui avait abandonné la veille. Mais c'est bien connu, les sprinteurs n'ont pas de cœur. Si Zabel termine premier ou deuxième de l'étape, mieux que Cipollini, il prend le maillot jaune. Peut-être troublé par l'enjeu, l'Allemand laisse Minali et Moncassin se disputer le succès. C'est Minali qui est déclaré vainqueur pour 3 cm. Ce n'est pas l'année de Moncassin. Première info de cette étape Chantonnay-la-Châtre, l'abandon d'Alex Zoulet. Alex Zoulet, le start numéro 39, qui a subi beaucoup d'incidents depuis le départ du Tour de France. Ne veut plus prendre de risques afin de ne pas compromettre la suite de sa saison. Il est donc non partant ce matin. Pour 4 secondes, Cipollini a donc sauvé son maillot la veille, mais que cela devient dur de le défendre. Dernier propos en jaune, pour donner peut-être le secret des doubles victoires à Pantani. Nous sommes à 147 km de l'arrivée et ils sont sans doute quelques-uns dans le peloton à trouver un peu fou le pari de Cédric Vasseur. Cédric sait-il que la plus longue échappée du Tour sera couronnée par le trophée Robert Chapat? Songe-t-il à son père qui réalisa le même raid, aussi fou, 27 ans plus tôt? Malgré les réactions du peloton, Cédric Vasseur insiste et ne faiblit jamais. Résultat, mieux que son père, le succès d'étape et en prime le maillot jaune. C'est simple, comme un coup de fil. Un coup de fil à papa. Félicitations Cédric, on est là au magasin, on a regardé ta chevauchée solitaire, là, c'est formidable. Tu fais mieux que moi, tu prends le maillot et c'est super. Bah, j'y ai pensé, j'ai essayé de faire aussi bien en gagnant l'étape et puis je crois que le maillot jaune c'est la cerise sur le gâteau. Avec en prime, un doublé pour les Gannes. Tout arrive sur ce tour, même la pluie, comme pour mieux nous faire apprécier le beau temps qui revient très vite. Cédric Vasseur a donné des idées à ses petits copains. Là où Gouvenou et Gaumont ont échoué, Vasseur a réussi. Alors Pascal Lans tente sa chance. Seul à l'avant, il ne risque pas la chute. Des chutes qui surviennent, et c'est curieux, dans la toute première partie du peloton. La victime du jour, c'est Berzin, clavicule cassée. Il ira au bout de sa souffrance et de l'étape. On va s'offrir un nouveau sprint massif dans ce Tour 97. Il semble couronner Zabel, mais le ralenti va nous donner quelques informations. Ce jour-là, Eric, le gentleman, a oublié les règles les plus élémentaires du savoir-vivre dans un sprint. Les vagues, on connaissait, mais le tête-à-tête n'est pas vraiment apprécié des commissaires. Zabel est déclassé.
Plus grave encore, Tom Stills, le très puissant sprinter belge, invente une nouvelle spécialité, le lancer de bidon. Les commissaires apprécient peu, il est renvoyé à la maison. Evgeny Berzin vaincu par une fracture de la clavicule. Ivan Gotti, le vainqueur du Tour d'Italie, éliminé pour des douleurs cervicales. Les équipes italiennes sont décimées. Mario Cipollini ajoute son nom à la liste après quelques kilomètres seulement entre Marennes et Bordeaux. Ciao bello. Il reste tout de même des Italiens sur ce tour. Saligari, Vanzella et Baffy résistent au peloton pendant 177 km. Un peloton encore secoué par des chutes dans le final. Les esprits s'échauffent. Attention messieurs, s'il vous plaît. Luc Leblanc voit dans des routes trop étroites les raisons de son malheur. À 14 km de Bordeaux, les télécoms ont ramené le peloton pour laver l'affront. Mission accomplie pour Eric Zabel. Sans vague et sans coup de tête, il remporte son deuxième succès d'étape. Pour Virenque, Pantani, Leblanc et Dufaux, l'addition est de 50 secondes. Leur seul tort aura été de se trouver empêtrés dans l'embouteillage. Entre Sauternes et Pau, les hommes de la plaine trouvent les dernières occasions de se montrer. Les plus ambitieux sont Baldato et Auger. Parce qu'il ne trouve plus d'intérêt dans la compagnie de Ludovic Auger, Fabio Baldato va poursuivre seul son aventure. Mais les sprinteurs, décidément, ne veulent pas laisser passer une si belle occasion de se montrer une dernière fois. Même Laurent Brochard, le puncher, sera mis à la raison par les coéquipiers de Zabel. À 47 800 de moyenne, le peloton atteint Pau où Zabel s'offre sa troisième victoire d'étape, la 7e de sa carrière. Le ralenti nous montre que Moncassin, à droite, a du tonus, mais il produit son effort un peu tard. Changement de décor entre Pau et Loup-d'Envielle. Les choses sérieuses commencent avec la question du jour. Cédric Vasseur a-t-il une petite chance de sauver son maillot dans une étape où résonnent les noms mythiques de Soulor, Aspin ou Tourmalet?
Les regards se portent maintenant vers les spécialistes de la montagne. Dans quelques heures, on en saura un peu plus. Oubliez le 53-12, on passe sur le petit plateau. Premier conseil, ne vous fiez pas aux apparences. Leblanc a été le premier attaquant du jour. Il sera pourtant l'un des grands perdants, comme Jalabert. Devant, ce sont les Festina qui font le ménage et leur course au maillot à pois. Brochard consolide le sien, Virenque prépare la succession. Les Festina, les voilà encore. Pascal Hervé joue les échappés avec Pasquale. Les deux hommes ne vont plus se quitter jusqu'au sommet du Tourmalet. Le travail de sape profite à Virenque. Virenque qui attaque, mais Ulrich contrôle déjà. Ulrich, facile. Le premier attaquant du jour se bat maintenant contre lui-même. Luc Leblanc est paralysé par la douleur au prix d'une volonté de fer. Il va pourtant reprendre la route. Devant, Pascal Hervé joue toujours les éclaireurs pour Richard Virenque. Cette fois-ci, il est seul. Lâché dans chaque ascension, Vasseur fait l'élastique. Il revient dans chaque descente. Il veut garder son maillot. Mais combien sont-ils encore à y croire ? Les Festina sont partout pour contrôler Kamenzind avec Brochard et Rousse. Les 3 petites minutes d'avance de Vasseur au général paraissent de plus en plus minces. Pour la victoire d'étape, Virenque joue la course d'équipe. Trop marqué par Ulrich, il lance Brochard vers le succès. Brochard ou l'image du bonheur. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, il est complété par la 2e place de Virenque qui devance Pantani et Ulrich. Les chronomètres ont été déclenchés au passage d'Ulrich sur la ligne, mais Vasseur écrit une belle page de sa nouvelle carrière. Il sauve son maillot pour 13 secondes. Avant que la bagarre ne commence vraiment, le peloton va se recueillir ce jour-là quelques minutes devant la stèle Fabio Casartelli dans le Portet d'Aspet, là où le coureur italien avait trouvé la mort 2 ans auparavant.
Dans le port d'Envalira, la course est vraiment lancée. C'est Dufaux qui entame l'offensive, offensive promise par les Festina. Devant, on retrouve tous les grimpeurs, les vrais, revue de détail. Au sommet, ils ne sont plus que 11 en tête. Jalabert est déjà à quelques hectomètres. Olano et Vasseur, eux, sont encore en difficulté. Et dès le début de la descente, Jalabert, que l'on croyait dans un mauvais jour, donne le change, il revient, puis il attaque. « 35 secondes d'avance au pied du col d'Ordino, ce n'était pas assez. Dans le groupe de tête, on se calme un peu. Abraham Olano en profite pour revenir de l'arrière et Cédric Vasseur avec lui. Une attaque de Dojva n'empêchera pas les grands de la montagne de s'expliquer entre eux. Une explication qui devrait poser quelques problèmes au maillot jaune, même si Cédric Vasseur revient encore dans la descente. Partant du principe que la meilleure défense, c'est l'attaque, le maillot jaune a tenté le tout pour le tout. Beau geste, mais Cédric Vasseur va devoir plier. Plier sous les coups de Jan Ullrich qui a décidé de montrer à tous qu'il est le plus fort. Même Richard Virenque, qui revient une première fois, va plier. Oh là là, ce qu'est en train de faire Ullrich, c'est monumental. Ullrich est en train d'assommer le Tour de France, on vous en parle depuis 3 jours. Il a dû avoir, cette fois-ci, l'autorisation de son directeur sportif, Walter Godefroy. Il a dû dire, je me sens aujourd'hui capable d'assommer le Tour de France, et c'est ce qui se passe. Il a doublé Vasseur, il a doublé Fincato, et il a laissé sur place, semble-t-il, Richard Virenque. Dojva voit passer une mobilette et le Tour connaît son patron. Le maillot jaune a changé d'épaule et l'équipe Télécom de leader. Ceci sans aucun état d'âme. Nous ne sommes pas encore sortis des Pyrénées et les maillots de leader semblent déjà bien accrochés, mais qu'on ne s'y trompe pas, le Tour n'est pas terminé. Ça trouve néanmoins en difficulté permanente. Ce jour-là, la bonne attaque sera celle de 3 hommes. Desbiens, Outchakov et Finko. Tous les efforts des équipiers de Moncassin ne changeront rien. On sera privé de sprint massif aujourd'hui. La route est assez large, ils ne sont que 3. Il y a a priori de la place pour tout le monde. Le problème, c'est que l'Ukrainien Outchakov préfère la diagonale à la ligne droite. Il enferme Desbiens à l'intérieur. Le regard du Français en dit long. Il se fait une grosse frayeur. Quelques palabres, une décision rapide des commissaires offre à Laurent Desbiens un succès d'étape
un peu particulier, c'est vrai, mais peut-être bien mérité. Vainqueur de cette étape, Laurent Desbiens, qui a été un super animateur tout au long de cette journée. Le contre-la-montre de Saint-Étienne le vendredi 18 juillet est un exercice particulier. L'ascension du col de la Croix de Chaubouret offre la part belle aux grimpeurs plutôt qu'aux rouleurs. La preuve avec la 5e place de Pantani qui s'offre un exercice périlleux de changement de vélo. Abraham Olano, l'ancien champion du monde, c'est bien connu, est un champion tout-terrain. Il le rappelle en se classant 4e de ce contre-la-montre. Pour Bjarne Riis, le tenant du titre, c'est la dernière occasion de prouver qu'il peut encore revendiquer le rôle de leader des télécoms. Mais la machine est grippée. Il n'est pas au sommet de son art, même son changement de vélo ne se passe pas très bien. Il devra se contenter de la 3e place. Le point faible de Richard Virenque d'habitude, c'est le contre-la-montre. Son match avec Ulrich semble très déséquilibré. Derrière Virenque, le maillot jaune va partir avec 3 minutes de retard. Il va sortir le grand jeu. Mais Richard Virenque est dans de très grandes dispositions. On ne l'a jamais vu aussi performant dans ce genre d'exercice. Contrairement à Riis, le changement de vélo d'Ulrich se passe bien, inspiré de la Formule 1. Jan Ullrich qui voltige et qui rattrape le maillot à pois. Mais ne vous fiez pas une nouvelle fois aux apparences. Richard Virenque s'accroche et termine dans la roue de Jan Ullrich. Il va perdre 3 minutes certes, mais accroche inouï la 2e place du classement et la 2e place du général. Sans même prendre le temps de souffler, on reprend la route des Alpes. Et ce rythme effréné est fatal à Chris Boardman. Le premier maillot jaune de ce tour abandonne, vaincu par la douleur et par les larmes. Voilà 2 coureurs qui ont bien récupéré, Haus et Loda. Ils ont compté près de 4 minutes d'avance à la sortie de Grenoble, mais à Bourdoisan, au pied des 21 virages de l'Alpe d'Huez, ils sont repris. Le match va pouvoir commencer. Un match qui va tenir ses promesses. Dès le pied de l'ascension, Pantani accélère. Devant, on retrouve les mêmes, Virenque et Ullrich qui s'accrochent. Riis lui comprend définitivement qu'il a perdu le tour. Le rythme imposé par Pantani est si élevé que Richard Virenque connaît sa première alerte. Cette fois-ci, il ne peut pas suivre Ullrich.
Devant, Pantani s'envole du grand art. Richard Virenque va abandonner 40 secondes mais ne rien perdre de son moral de vainqueur. Devant, Ullrich limite les dégâts, Pantani poursuit son festival. Une deuxième victoire d'étape consécutive à l'Alpe d'Huez. Pour l'Italien, cela suffit à entrer dans l'histoire du Tour. Bourdoisan-Courchevel, le 20 juillet, une étape qui va entrer en force dans la légende. Les Festina y sont pour beaucoup. Ils lancent les hostilités dès le départ et cela ne plaît pas à tout le monde. Plus de 100 coureurs vont terminer à plus de 36 minutes. C'est le prix de l'exploit. Ce jour-là, on va déceler également la première petite faiblesse d'Ullrich. C'est un grand rouleur, on le sait, un grand grimpeur, on l'a vu, mais ce n'est peut-être pas le meilleur descendeur du monde. Devant, le Tour peut basculer. Ils sont 5, Virenque, Dufaux, Hervé, Casagrande et Brochard. Mais le maillot jaune ne réussit pas à prendre le bon wagon. On assiste alors à une des grandes images de ce Tour. Ullrich décide d'attendre du renfort et c'est bien joué. Il s'agit maintenant de rattraper le groupe Virenque, malgré les efforts de Neil Stephens, qui va faire le ménage. Un nouveau match est lancé. Virenque a bénéficié de la complicité de Brochard. Maintenant, c'est Dufaux qui entre en piste. Ullrich, lui, est emmené par Bjarne-Riis. Devant, cela ne va pas assez vite pour Richard Virenque, alors il va s'envoler. Richard Virenque doit se rendre à l'évidence, le coup n'est pas jouable pour le classement général, alors il va viser l'étape. Il a été repris, mais il n'abdique pas. Le match continue. Après la rencontre des équipiers, c'est maintenant un mano à mano. Ullrich et Virenque sont vraiment les plus forts, ils semblent même jouer ensemble.
À l'arrivée, il partage même les bénéfices. L'Allemand consolide son maillot jaune. Le Français remporte son premier succès dans les Alpes. C'était superbe. Les places au général semblent acquises, d'autant plus que Pantani conforte sa 3e position. L'étape a été magnifique. Après une telle journée, il faut reprendre ses esprits et se rappeler, pourquoi pas, quelques bons souvenirs olympiques du côté de Courchevel, la neige en moins. Autre constatation sur le Tour de France, la Virenque-mania s'est installée. Si Virenque est adulé par le public, Laurent Jalabert s'offre aussi sa part d'applaudissements en se lançant dans un nouveau raid. Le numéro 1 mondial, c'est sûr, n'a plus ses meilleures jambes, mais l'état d'esprit est intact. Laurent Jalabert repris après un long raid. Virenque et sa bande vont encore durcir la course. De nouvelles accélérations qui sont fatales à Pascal Lino. 15e du classement général, il est condamné par une douleur au genou. Au bord de l'abandon, dans l'étape de la veille, Pantani va s'offrir un 2e succès d'étape. Et derrière Pantani, on va retrouver les mêmes. Richard Virenque aura eu le mérite de vraiment tout tenter. Pour Björn Norris, la journée est moins belle. Il paie les efforts consentis pour sauver Ulrich la veille. Il va abandonner sa place sur le podium du général à Marco Pantani. En Italie, on l'appelle Elefantino. On connaît des petits éléphants qui descendent moins vite. Ulrich, quant à lui, apprend vite. Il résiste cette fois-ci à Richard Virenque dans la descente. L'étape pour Marco Pantani, les places d'honneur pour Richard Virenque et Jan Ullrich. Ces trois-là, c'est sûr, sont les plus forts du Tour 97.
Au départ de Morzine, le Tour laisse les Alpes derrière lui. Le peloton a retrouvé le sourire, comme s'il croyait que la grande bagarre était terminée. Le peloton se trompe. Des attaques et encore des attaques. Même Frank Vandenbroek, qui a beaucoup souffert dans sa première expérience de haute montagne, veut rappeler qu'il est un grand coureur d'avenir. Ulrich sans doute ne s'attendait pas à un tel rythme. Pour une fois, pour la première fois, il est distancé dans une ascension. Il digère mal le col de la Croix. Ulrich en difficulté là, qui ne parvient pas à suivre Casagrande. Ulrich est en difficulté. Les deux hommes sont partis. Virenque et Pantani qui passent avec 1 minute 45 de retard. Si on s'était douté qu'à 15h aujourd'hui, regardez, Ulrich qui ne parvient pas à prendre la route d'Escartine pour l'instant. Ulrich en difficulté dans cette ascension. Ulrich en difficulté, il ne faut pas exagérer. Dans la descente, Pantani et Virenque ont un beau coup à jouer, mais comme tous les grands leaders, Ulrich est énigmatique. C'est dans la descente, son point faible, qu'il va combler l'écart. Cette fois, il faut se rendre à l'évidence, Ulrich n'a plus de faille. Ce jour-là, tous les leaders se sont neutralisés. Seul Bjarne Riis manque à l'appel. Ils sont 23 pour se disputer la victoire d'étape. Avec un magnifique final pour Christophe Mangin qui sauve son tour et le tour de la Française des Jeux. De Fribourg à Colmar, le Tour semble entamer une tranquille remontée vers Paris. On a vu tant de choses jusque-là que l'on comprendrait même que la course se calme un peu. Mais dès le 60e kilomètre, Neil Stephens, le coéquipier modèle des insatiables Festina, s'est dégagé. Il sera rejoint par 12 autres coureurs avec un écart maximum de 7 minutes. À 3 km de l'arrivée, il faut désigner le vainqueur. La course fait bien les choses et Neil Stephens aussi. Il part seul, il ne sera plus rejoint. La victoire de l'Australien ne fera que des heureux dans le peloton. Équipier modèle, coureur de tempérament, il ne lui manquait que cette ligne à son palmarès. Bien joué Neil et beau clin d'œil à sa petite fille. Dans la famille Ulrich aujourd'hui, c'est la mère. Séquence émotion.
Colmar-Montbéliard, des noms qui n'inspirent pas vraiment la haute montagne, mais ce serait mal connaître cette belle région pour ne pas y voir un merveilleux terrain d'attaque. Et croyez-nous, la bande à Virenque ne va pas s'en priver. Le groupe maillot jaune devant Ulrich. Pantani a rejoint Virenque, donc Virenque est Pantani avec le plus gros effort dans Dans le col de Hunsrück, Virenque et Pantani testent l'état de forme du maillot jaune. Et à la faveur de la descente, l'écart va se creuser pour atteindre 47 secondes. Mais chacun respecte une logique de course et seul Virenque semble avoir intérêt à rouler dans l'échappée. Alors, il devra se résigner. Ce jour-là, c'est à Udo Bolz que Jan Ullrich peut dire merci. Il lui sauve sans doute son Tour de France. Pour les Festina, un lot de consolation. Et quel lot! L'équipe en voie rousse aux avant-postes. Pascal Hervé s'est une nouvelle fois sacrifié. Encore le sacre d'un équipier modèle à Montbéliard. Ce tour, décidément, à belle allure. Montbéliard, je le regarde, il va passer dans un instant sous le portique de Catelard. Voilà, c'est fait dans le dernier kilomètre. Dernier kilomètre, donc, pour Didier Rousse, accompagné ici par tout le public de Montbéliard pour l'arrivée de cette étape. Un public heureux et ça dure déjà pour des grands moments, évidemment, pour ce soir plus souvent à Bagne, pour celui-là. Avec Pascal Hervé deuxième, ce jour-là, c'est une nouvelle fois le festival Festina. L'étape Montbéliard-Dijon du 25 juillet va entrer à sa façon dans l'histoire. Toutes les échappées du jour, et elles sont nombreuses, vont paraître bien anecdotiques après l'arrivée.
Voskamp et Epner faussent compagnie à une première échappée. Ils vont s'expliquer entre hommes. Et c'est vrai que leur sprint sera un peu houleux. Voskamp quitte sa ligne une première fois. Les deux hommes se heurtent à l'arrivée et l'on attend la décision des commissaires. On imagine tous les scénarios, sauf celui qui va intervenir. Tous les deux ont fait un vote au sprint, déclassé tous les deux. Premier, c'est Traversoni du groupe qui suit. Senti, cosa ti dicevo prima? Stai? Allez, on oublie vite cette histoire et on vérifie dans quel état de fraîcheur termine Jan Ullrich. 3, 2, 2. Mais l'un des héros du jour dans ce contre-la-montre, c'est la Lanterne Rouge, le dernier du classement général. Il réalise le meilleur temps dans la matinée et ne sera battu que par les tout derniers partants. Il se classe 3e. Cette séquence permet de rappeler les malheurs de Ries. Une chute stupide dès le départ a donné le ton pour la journée. Une crevaison, des incidents mécaniques, de quoi faire craquer les plus placides. L'autre perdant du jour, c'est lui. Fernando Escartin ne sera pas le premier Espagnol du Tour 97. Olano ne lui a laissé aucune chance. Olano, c'est l'homme du jour. Il remporte ce contre-la-montre comme pour donner rendez-vous l'année suivante, si le Tour avait été un peu moins montagneux. La montagne, celle qui fait rêver Marco Pantani. Marco qui s'accroche à sa 3e place. Et le dauphin dans tout ça, Virenque prend un malin plaisir à éviter de se faire doubler par Ullrich. C'est cela, sa victoire du jour. Jan Ullrich qui ne se classera que 2e, contrairement à l'année précédente à Saint-Émilion. Mais il serait peut-être un peu indécent de faire la fine bouche. C'est le plus fort. Un point, c'est tout. Moyenne horaire, je crois que cela mérite l'ovation du public. Abraham Olano, vainqueur de cette étape 49, 759 de moyenne horaire pour le champion espagnol qui fut champion du monde. De chez Mickey à l'Arc de Triomphe, on va en prendre plein les yeux. Cette étape, c'est simple, c'est un clip avec une belle musique.
Pour finir, bien sûr, un sprint royal. Celui-ci sera l'œuvre de Minali et remarquez que Zabel a eu la délicatesse de ne pas fermer la porte, sinon c'était la chute. Il est temps de faire le point sur ce Tour 97. Le plus fort, c'est lui. Et pour combien de temps? Le plus rapide au sprint, c'est Eric Zabel. Le meilleur grimpeur, second du général, Richard Virenque. On prend les mêmes et on recommence. Meilleur jeune du Tour de France, Jan Ullrich. Meilleure équipe du Tour 97, l'équipe de Jan Ullrich. Le plus combatif, ce n'est pas une surprise, Richard Virenque.